Alors, qui est partant pour un road trip mémorable? Pas juste une petite virée entre deux états ou pays voisins, non. On parle d'un vrai saut vers un autre continent, de New York à Paris. Le hic, c'est qu'il y a environ 5150 km d'Atlantique à franchir. D'accord, traverser d'ouest en est semble plutôt irréaliste, mais qu'est-ce qui se passerait si on regardait dans l'autre sens? Le détroit de Bering, entre l'Alaska et la Russie, n'est séparé que par 82 km à son point le plus étroit. Alors oui, ça paraît plus jouable que New York-Paris, mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucun pont qui traverse le détroit de Bering. Et honnêtement, il y a de bonnes raisons à ça. Cela dit, une traversée entre l'Alaska et la Russie n'est pas totalement hors de portée. À l'avenir, on pourrait imaginer relier les continents asiatiques et nord-américains avec un pont, voire un tunnel. D'accord, à première vue, construire un pont juste sous le cercle arctique pour relier la Russie à l'Alaska peut sembler inutile. Mais un pont sur le détroit de Bering pourrait offrir des avantages énormes aux pays d'Asie et d'Amérique du Nord. Par exemple, aujourd'hui, un cargo met entre 15 et 30 jours pour traverser l'océan Pacifique. Tout dépend de son point de départ et de sa destination. Mais imagine un peu, si une ligne ferroviaire ou une autoroute voyait le jour, partant du nord de la Russie, traversant le détroit de Bering et se poursuivant jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Nord. Le transport de fret pourrait, en théorie, être bien plus rapide qu'en cargo. Cela dit, ce rêve ne se limite pas à la simple construction d'un pont. Il faudrait que les États-Unis et la Russie investissent massivement dans des infrastructures modernes, qui, pour l'instant, sont totalement inexistantes à proximité de l'endroit où ce pont pourrait voir le jour. Les partisans de ce projet ambitieux avancent que ce mode de transport de fret serait non seulement plus économique, mais aussi plus fiable que les longues traversées maritimes à travers l'océan Pacifique, immense et imprévisible. On estime qu'une voie ferroviaire traversant le détroit de Bering pourrait transporter environ 3% du fret mondial, générant un profit annuel colossal d'environ 7 milliards de dollars. Pour donner une idée, c'est plus que le PIB de certains petits pays. Parmi les principales marchandises qui pourraient transiter par cette route figurent les ressources énergétiques comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Imagine ça, si ce projet voyait le jour, jusqu'à 1,5 million de barils de pétrole pourraient être acheminés quotidiennement de l'Alberta au Canada vers la Chine. En gros, cela reviendrait à remplir 60 piscines olympiques de pétrole chaque jour. Pourtant, malgré ces chiffres impressionnants, tout le monde ne partage pas l'enthousiasme pour ce projet de pont reliant la Russie à l'Alaska. Beaucoup d'experts avancent que transporter des ressources énergétiques ou de fret via des infrastructures ferroviaires ou routières encore existantes reviendrait à être plus coûteux sur le long terme que de continuer à utiliser les cargos. Cependant, même eux reconnaissent qu'un transport terrestre entre l'Asie et l'Amérique du Nord pourrait être bien plus rapide qu'une traversée océanique. En théorie, un pont entre la Russie et l'Alaska pourrait faciliter la distribution mondiale des réserves de combustibles fossiles de l'Arctique et d'autres ressources énergétiques. Mais est-ce vraiment une si bonne idée que ça ? Pour exploiter les ressources naturelles de la région et construire un réseau de transport pour les acheminements, il faudrait sacrifier de vastes habitats naturels. Cela entraînerait inévitablement l'introduction de polluants dans l'écosystème. Finalement, développer davantage d'infrastructures dans cette région fragile et établir une connexion entre l'Asie et l'Amérique du Nord pourrait causer plus de dégâts que de bienfaits. Mais au lieu de débattre sur les raisons pour lesquelles ce pont devrait ou ne devrait pas exister, concentrons-nous sur une autre question. Pourquoi il n'a toujours pas été construit ? La réponse se trouve dans les dures réalités de la logistique et de la géologie. La Russie et l'Alaska sont séparés par environ 82,5 km. Pour qu'on puisse relier les deux continents, les îles Diomède seraient des points stratégiques. Ces deux petites îles se trouvent presque pile au milieu du détroit de Bering. Grande Diomède, comme son nom l'indique, est la plus grande et appartient à la Russie, tandis que Petite Diomède, à l'est, fait partie des États-Unis. La distance entre elles n'est que de 3,8 km, mais un détail insolite les distingue. La ligne de changement de date internationale passe en plein milieu. Résultat, Grande Diomède est en avance de 20 à 21 heures sur Petite Diomède selon les saisons, ce qui leur vaut leur surnom d'île de demain et d'île d'hier. Construire un pont traversant tout le détroit de Bering en une seule fois relèverait presque de l'impossible. C'est pourquoi le projet serait divisé en 3 sections. La première reliant l'extrémité orientale de la Russie à Grande Diomède, soit environ 36 km. La deuxième, beaucoup plus courte, couvrirait les 4 km entre Grande et Petite Diomède. Enfin, la dernière partie irait de Petite Diomède jusqu'à Wales, en Alaska, avec une distance de 38,5 km. Si certaines portions semblent plus simples à réaliser, les véritables défis se concentrent sur les longues distances entre les îles et les continents. À cela s'ajoute une difficulté supplémentaire, les eaux de la région avec une profondeur moyenne variant entre 30 et 50 mètres. Ces profondeurs, bien qu'impressionnantes, ne rendent pas le projet irréalisable. Cependant, certaines parties du détroit atteignent jusqu'à 90 mètres. Pour supporter le poids colossal des trains de marchandises et des camions qui traverseraient le pont, il faudrait installer une chaussée soutenue par d'innombrables piliers en béton solidement ancrés au fond marin. Bonne nouvelle, même si les marées et les courants dans cette région sont puissants,
Il reste moins extrême que dans d'autres endroits où des ponts ont déjà été construits. Cela rend les travaux envisageables à condition de protéger les ouvriers contre les conditions hostiles, notamment des températures glaciales et potentiellement mortelles. Le détroit de Bering, situé juste au sud du cercle arctique, pose un défi supplémentaire. La lumière du jour est considérablement réduite pendant l'hiver. Résultat, les heures de travail devraient être écourtées durant près de la moitié de l'année. Durant cette période, les températures moyennes tournent autour de moins 20 degrés Celsius, mais elles peuvent plonger jusqu'à moins 50. En revanche, de mai à septembre, les jours sont longs et les températures deviennent beaucoup plus supportables. Malgré tout, la construction prendrait bien plus de temps que pour un pont classique, car elle devrait suivre un rythme intermittent dicté par les saisons. À cela s'ajoutent d'autres défis, le froid extrême, les vents violents et les embruns salés qui risqueraient de corroder l'acier et d'endommager les autres matériaux utilisés pour construire un pont. Ça signifie que la structure devrait être presque entièrement enveloppée de béton pour résister aux conditions extrêmes. Mais même une fois le pont achevé, le travail serait loin d'être terminé. Sa localisation isolée impliquerait un entretien constant pour éviter que les conditions difficiles n'endommagent la structure. Cet entretien régulier gonflerait les coûts du projet et obligerait à fermer le pont périodiquement pour effectuer des réparations. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi prendre en compte les glaces flottantes du détroit de Bering. Ces blocs de glace, qui peuvent atteindre jusqu'à 1,8 mètres d'épaisseur, sont constamment déplacés par les courants. Leur puissance est telle qu'ils pourraient causer des dégâts considérables, non seulement aux navires participant à la construction, mais aussi aux pylônes de soutien du pont une fois en place. Un gros bloc de glace peut générer jusqu'à 4500 tonnes force dans certaines conditions. Une telle puissance pourrait provoquer une défaillance catastrophique des piliers du pont si ceux-ci ne sont pas conçus ou entretenus avec une extrême précision. Clairement, l'environnement hostile du détroit de Bering rend la construction d'un pont incroyablement complexe. Pourtant, ce défi technique n'est pas insurmontable. Alors pourquoi ce projet n'a-t-il jamais vu le jour ? La réponse pourrait vous surprendre. Ce sont principalement des considérations économiques qui ont freiné sa réalisation. Le commerce des biens et des matériaux entre l'Amérique du Nord et l'Asie est déjà extrêmement rentable, avec des systèmes de transport bien établis qui fonctionnent efficacement pour relier les deux continents. La majorité de ce commerce s'effectue par cargo, capable de transporter d'énormes quantités de marchandises. Pour mettre les choses en perspective, le commerce des biens et services entre les États-Unis et la Russie représente environ 34,9 milliards de dollars en 2019. Une grande partie de ce commerce transite par le Pacifique, mais c'est la quantité d'échanges avec la Chine qui remet véritablement en question la rentabilité d'un pont à travers le détroit de Bering. Quand on analyse les chiffres, le coût colossal du projet devient un obstacle majeur, expliquant pourquoi il n'existe toujours pas de pont entre la Russie et l'Alaska. En effet, construire une simple structure traversant le détroit de Bering ne suffirait pas. Il faudrait également développer une immense infrastructure de routes et de chemins de fer pour relier les deux continents. Aux États-Unis, rien que pour connecter le pont au réseau routier principal traversant l'Alaska, il faudrait construire environ 1200 km de routes et de voies ferrées. Pour donner une idée, une autoroute similaire avait déjà été proposée par le gouvernement de l'Alaska. Son coût était estimé entre 2,3 et 2,7 milliards de dollars, uniquement pour cette portion. Ça représenterait environ 3 millions de dollars par kilomètre pour construire cette infrastructure. Et encore, ce serait la partie la plus simple et la moins coûteuse. Du côté russe, les routes et voies ferrées nécessaires coûteraient bien plus cher, car l'infrastructure dans la région autonome de Tchoukotka est quasiment inexistante. Pour preuve, il n'y a pas de chemin de fer à moins de 3200 km du détroit. La route la plus proche, l'autoroute M56 Colima, se trouve à environ 2000 km du détroit de Bering, et elle n'est même pas pavée. Autrement dit, sans ces infrastructures, on aurait un pont qui n'aboutirait littéralement nulle part. Littéralement un vrai pont vers nulle part. Et ça ne prend même pas en compte le fait que pour que cet itinéraire ait un sens économique, les routes et les voies ferrées menant au détroit de Bering devraient être reliées aux grandes villes de Russie et de Chine. L'étendue du projet de construction en Asie pour acheminer des biens jusqu'à la traversée du détroit de Bering serait astronomique. Et comme tant de commerce se fait déjà par cargo, vous pouvez être sûr qu'il ferait pression sur tous les gouvernements impliqués et leur rappellerait à quel point ce serait une entreprise coûteuse. On parle donc de dizaines de milliards de dollars, rien que pour les infrastructures nécessaires, et ça ne tient même pas compte du coût de construction du pont lui-même. Mais avant d'y venir, il faut d'abord s'arrêter sur les problèmes politiques, et notamment sur un obstacle majeur. L'idée d'un pont reliant la Russie et l'Alaska a été évoquée à de nombreuses reprises, mais avec la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine, toute collaboration entre les États-Unis et la Russie est, pour l'instant, totalement hors de question. La seule manière de rendre un pont traversant le détroit de Bering réalisable à ce stade serait que la Chine prenne en charge tous les aspects du projet du côté asiatique. Mais même dans ce cas, la relation diplomatique entre les États-Unis et la Chine est loin d'être idéale en ce moment. Et il est clair qu'aucun des trois pays, ni les États-Unis, ni la Russie, ni même la Chine,
ne pourrait mener ce projet à bien seul. Une collaboration et une coopération internationale seraient indispensables pour qu'un pont reliant la Russie à l'Alaska devienne réalité. Prenons un exemple simple mais révélateur des défis auxquels il serait confronté. Le choix d'un seul et même écartement des rails pour les trains utilisant le pont. Les États-Unis, le Canada, la Chine et la Corée du Sud utilisent un écartement standard de 1435 mm, tandis que la Russie fonctionne avec un écartement de 1520 mm, un détail qui pourrait devenir un casse-tête technique et diplomatique. Il serait difficilement envisageable que des trains atteignent le détroit de Bering en Asie, déchargent toute leur cargaison pour la recharger sur d'autres wagons adaptés à un écartement différent, puis continuent leur route vers l'Amérique du Nord. La solution la plus logique serait de construire les voies ferrées avec l'écartement standard de 1435 mm. Mais convaincre Poutine et les dirigeants russes d'abandonner leur écartement de 1520 mm relèverait probablement de l'impossible. Ce désaccord, aussi simple qu'il puisse paraître, constitue un obstacle de taille qui retarde le projet. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi tenir compte des terres protégées. De chaque côté du détroit de Bering, des territoires riches d'une histoire préhistorique et humaine sont considérés comme des zones protégées à la fois par la Russie et les États-Unis. Ça signifie que tout projet de construction, y compris un pont, devrait intégrer des mesures pour minimiser l'impact sur la région environnante. Ça inclut non seulement la préservation des sites archéologiques et paléontologiques, mais aussi la protection des terres des peuples autochtones, qui habitent ces régions depuis des milliers d'années. Tout projet traversant des terres autochtones en Alaska nécessiterait une consultation approfondie avec les communautés locales. Cependant, l'histoire nous a souvent montré que les industries et entreprises ne se comportent pas toujours de manière éthique lorsqu'elles interviennent sur ou à proximité de terres protégées. Il est donc probable que les peuples autochtones accueilleraient ce projet avec une grande méfiance, doutant des promesses qui leur seraient faites. Même si un impact environnemental minimal pouvait être négocié, il resterait inévitable de perdre une partie des habitats naturels. Un projet de cette envergure implique forcément la destruction de certaines zones, ce qui a amené beaucoup de gens à conclure que ce n'est pas seulement le coût économique qui rend ce pont irréalisable, mais aussi le coût environnemental. Certains estiment même qu'il vaudrait mieux laisser les terres autour du détroit de Bering intactes. Pourtant, malgré tous ces obstacles, l'histoire regorge d'incroyables tentatives humaines de traverser le détroit de Bering. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'en dépit des sanctions économiques imposées par les États-Unis et une grande partie du monde occidental contre la Russie, il existe toujours des propositions qui envisagent de relier l'Asie à l'Amérique du Nord. Fait intéressant, un pont a effectivement relié l'Alaska à la Russie par le passé. Pas un pont comme on l'imagine aujourd'hui, mais un pont terrestre. Il y a environ 16 500 ans, le pont terrestre de Bering occupait l'emplacement du détroit de Bering actuel. Ce passage aurait été l'une des principales voies empruntées par les humains pour atteindre les Amériques. Cette connexion naturelle entre les continents était due à des niveaux de mer beaucoup plus bas pendant l'âge de glace. À cette époque, d'énormes quantités d'eau de mer étaient retenues dans les glaciers, dont certains atteignaient jusqu'à 4 km d'épaisseur dans certaines régions de l'hémisphère nord. Les scientifiques pensent que le climat le long du pont terrestre reliant l'Alaska à la Russie était probablement sec, avec un peu de glace. La région était couverte d'une abondante végétation de toundra résistante au froid, ce qui permettait à des animaux comme les mammouths laineux de migrer vers les Amériques. Les humains auraient pu suivre ces troupeaux migrateurs, ce qui expliquerait comment certaines populations autochtones se sont installées dans les régions subarctiques et nordiques des Amériques. Des recherches récentes montrent même que des humains auraient traversé le pont terrestre de Bering dès 30 000 avant JC. Mais entre 10 000 et 11 000 ans, les températures ont commencé à grimper, provoquant la fonte des glaciers. Cela a entraîné la submersion du pont terrestre de Bering, qui a disparu sous les eaux. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que l'idée de traverser le détroit de Bering sans bateau refasse surface dans l'histoire humaine. En 1846, William Gilpin, alors gouverneur territorial du Colorado, a levé des fonds pour étudier la faisabilité de construire un chemin de fer le long des côtes de l'Alaska jusqu'au détroit de Bering. Mais Gilpin ne s'arrêtait pas là. Dans les décennies suivantes, il a présenté sa vision d'un chemin de fer cosmopolite, un réseau de voies ferrées reliant le monde entier. En 1859, après leur défaite dans la guerre de Crimée face à la France et à la Grande-Bretagne, la Russie, en grande difficulté financière, envisagea de vendre l'Alaska aux États-Unis pour renflouer son économie. Cependant, il a fallu attendre encore 8 ans avant que l'accord ne soit conclu. En 1867, les États-Unis achetèrent l'Alaska, alors appelée Russie-Amérique, pour 7,2 millions de dollars, soit environ 2 cents par acre. Le 18 octobre 1867, la Russie transféra officiellement le territoire de l'Alaska aux États-Unis, marquant un tournant géopolitique majeur. Pendant 92 ans, l'Alaska resta un territoire des États-Unis et ne devint un État qu'au siècle suivant.
Cependant, son acquisition ouvrit la voie à des projets ambitieux, portés par des entreprises et des entrepreneurs américains, notamment ceux envisageant un pont à travers le détroit de Bering. En 1892, Joseph Strauss, futur concepteur de plus de 400 ponts et ingénieur en chef du célèbre pont du Golden Gate, proposa une traversée ferroviaire du détroit de Bering dans sa thèse de fin d'études. Bien que ce projet n'ait jamais vu le jour, il démontrait que la vision du chemin de fer cosmopolite de Gilpin n'était pas si réaliste et pourrait un jour devenir possible. Le cœur du plan de Gilpin reposait sur une seule condition, trouver un moyen pour que les trains traversent le détroit de Bering. Une fois ce problème réglé, selon lui, tout le reste se mettrait en place. Mais encore fallait-il obtenir des financements et convaincre des investisseurs, ce qu'il n'a jamais réussi à faire. En 1904, un groupe de magnats du chemin de fer proposa un projet ambitieux, le chemin de fer sibérien-alaskien. Leur idée était de faire voyager un train depuis le Cap Prince de Gales, en Alaska, jusqu'à la Russie, en traversant le détroit de Bering. Contrairement à Gilpin, ces hommes d'affaires n'envisageaient pas de construire un pont, mais plutôt un tunnel sous-marin qui permettrait de transporter passagers et marchandises entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Le projet nécessitait la construction de 5000 km de voies supplémentaires en Russie et 3000 km en Amérique du Nord, pour relier les grandes villes au tunnel prévu près du sommet du mont. Mais les ambitions des hommes d'affaires ne s'arrêtaient pas là. En plus des détroits ferroviaires, ils réclamaient aussi des droits miniers sur une bande de 13 km de chaque côté de la voie ferrée. Leur proposition incluait un bail de 90 ans, avec la possibilité de le renouveler. Cependant, après avoir étudié cette idée, le gouvernement des États-Unis décida de ne pas donner suite au projet. Le tsar Nicolas II, quant à lui, approuva les propositions américaines, mais précisa clairement que le gouvernement russe ne financerait pas le projet. Les magnats du chemin de fer évaluèrent le coût total à plus de 350 millions de dollars à l'époque, soit environ 12 milliards de dollars aujourd'hui. Malgré cela, il semblait que le projet pourrait voir le jour grâce à la bénédiction du tsar, et une connexion à travers le détroit de Bering paraissait envisageable. Mais l'histoire en décida autrement. La révolution russe éclata en 1905, suivie 9 ans plus tard par la Première Guerre mondiale. Avec ces bouleversements, tout financement et tout intérêt pour ce projet ambitieux furent abandonnés, alors que le monde s'enfonçait dans le chaos. Le 30 juin 1958, le Sénat américain adopta le projet de loi sur l'État de l'Alaska. Quelques mois plus tard, le 26 août, une élection spéciale fut organisée en Alaska pour voter sur son statut. Le résultat fut sans appel. Le oui l'emporta par une marge de 6-1. Le 3 janvier 1959, l'Alaska devint officiellement le 49e État des États-Unis. Ce nouveau statut permit d'ouvrir la voie à davantage de financement et d'aides fédérales, rendant possible des projets d'infrastructures ambitieux, comme la construction de routes, de chemins de fer et de ponts. En 1958, l'ingénieur Tung-Yen Lin proposa son propre plan pour construire un pont traversant le détroit de Bering. Son ambition était de favoriser le commerce et la compréhension entre les peuples des États-Unis et de l'Union soviétique. Cependant, à cette époque, aucun des deux gouvernements n'était intéressé à apaiser leurs différends. 10 ans plus tard, en 1968, Tung-Yen Lin fonda une organisation à but non lucratif, appelée Intercontinental Peace Bridging. Cette société réalisa une étude de faisabilité et conclut qu'il serait techniquement possible de relier l'Alaska et la Russie par un pont pour environ 1 milliard de dollars. Ces plans ne se concrétisèrent jamais, mais l'idée du Intercontinental Peace Bridge n'était pas complètement abandonnée. En 1994, Tung-Yen Lin réévalua les coûts et estima que le pont coûterait désormais 4 milliards de dollars. Cependant, ce montant n'incluait toujours pas les infrastructures nécessaires pour relier le pont aux grandes villes d'Amérique du Nord et d'Asie. Lin restait convaincu que si la Russie et les États-Unis mettaient de côté leurs différends, ils pourraient construire ce pont sur le détroit de Bering, créant un lien à la fois symbolique et pratique entre les deux nations. Malheureusement, aucun des deux gouvernements n'était prêt à collaborer, et le rêve de Tung-Yen Lin d'un pont de la paix ne se réalisa jamais. En 2006, la Canadian Arctic Railway Company a financé une nouvelle étude de faisabilité qui a abouti à un rapport de 2326 pages. Celui-ci concluait qu'un tunnel sous le détroit de Bering serait non seulement la meilleure option pour une traversée, mais aussi la plus économique. Cependant, la société a fait faillite peu après la publication de l'étude, ce qui rend leur estimation à prendre avec précaution. En 2009, la gouverneure de l'Alaska, Sarah Palin, a lancé sa propre étude. Cette fois pour analyser les coûts de construction de chemins de fer traversant l'État jusqu'au détroit de Bering.
Ce projet ne visait pas nécessairement à créer une liaison avec la Russie, mais plutôt à permettre à l'Alaska de transporter des ressources énergétiques et de l'eau douce vers le reste des États-Unis en cas de besoin. Lorsque les coûts du projet furent estimés à 3 milliards de dollars, tous les plans furent immédiatement abandonnés. Pourtant, en 2014, le Beijing Times rapporta une nouvelle proposition audacieuse. Un projet de train à grande vitesse reliant le nord de la Chine aux États-Unis sur une distance de 10 000 km. Comme pour d'autres idées plus récentes, la traversée entre la Russie et l'Alaska se ferait par un tunnel sous-marin plutôt que par un pont. Le train à grande vitesse partirait ensuite de Wales, en Alaska, jusqu'au Fairbanks, puis longerait l'autoroute de l'Alaska jusqu'à l'Alberta, au Canada. De là, plusieurs itinéraires seraient envisageables pour rejoindre les États-Unis. Comme pour tous les projets précédents, celui-ci n'a jamais vu le jour, faute de coopération entre les gouvernements. Pourtant, l'idée de traverser le détroit de Bering n'a pas été complètement abandonnée. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à convaincre les États-Unis ou la Russie qu'un pont ou un tunnel entre les deux nations est une nécessité pour le monde. Cependant, la Chine reste déterminée à explorer des moyens de relier l'Asie et l'Amérique du Nord, que ce soit par un système ferroviaire ou routier. Certaines spéculations suggèrent qu'un jour, l'initiative chinoise Belt and Road pourrait inclure une traversée ferroviaire du détroit de Bering pour faciliter le transport de ressources énergétiques et de marchandises entre le Canada et la Chine. Cependant, compte tenu du climat géopolitique actuel, une connexion semble peu probable dans un avenir proche. Cela n'empêche pas certains de continuer à essayer. De nouveaux plans pour une traversée du détroit émergent régulièrement, bien qu'ils soient souvent accompagnés de coûts astronomiques. Mais aussi ambitieux que cela puisse paraître, des projets d'envergure similaire ont été réalisés ailleurs dans le monde. Peut-être qu'un pont entre la Russie et l'Alaska n'est pas aussi irréalisable que l'histoire le laisse penser. Le 30 août 1956, le pont du lac Pontchartrain fut inauguré. Avec ses 38 km, il traverse le lac Pontchartrain et relie les zones urbaines autour de la Nouvelle-Orléans aux petites communautés de la rive nord. C'est le plus long pont au monde construit sur l'eau. Sa structure repose sur 9500 pieux en béton, capable de supporter un trafic important, y compris des camions transportant des marchandises. Pourquoi est-ce pertinent pour le projet du détroit de Bering ? Parce que, en utilisant les îles Diomède comme point d'appui, aucune section du pont reliant l'Alaska à la Russie n'aurait besoin d'être plus longue que le pont du lac Pontchartrain. La longueur ne constitue donc pas le principal obstacle à la construction d'un pont sur le détroit de Bering. Des études récentes estiment qu'un projet intégrant un pont, des autoroutes, des rails électrifiés à grande vitesse et des pipelines reliant les États-Unis continentaux à la Chine coûterait environ 105 milliards de dollars. Ça représente 5 fois le coût de construction de l'Eurostar, qui relie le Royaume-Uni à l'Europe continentale. Cependant, les partisans de cette liaison terrestre soulignent que les ressources pétrolières transportées entre l'Amérique du Nord et l'Asie pourraient générer des milliards de dollars, rendant ce projet potentiellement rentable à long terme. Peut-être que la différence de calibre ferroviaire n'est finalement pas un obstacle aussi important. Avec les avancées technologiques, il est désormais possible de transférer rapidement des cargaisons entre les trains utilisant des calibres différents. Par exemple, le contenu d'un train transportant 60 conteneurs peut être transféré en seulement 1 heure. Cela signifie que ni la Russie ni les États-Unis n'auraient besoin de modifier leur réseau ferroviaire existant, éliminant ainsi un obstacle majeur à la construction d'un pont reliant les deux nations. Si le transfert rapide de cargaison ne satisfait pas tout le monde, une autre solution existe, des essieux à calibre variable. Ces technologies, déjà utilisées dans le monde entier, permettent aux locomotives de changer de calibre sans nécessiter de modifications majeures aux infrastructures ferroviaires. Ces innovations ont inspiré des projets modernes, dont certains très ambitieux. En 2007, le TKM World Link, ou ICL World Link, a été proposé. Ce projet de chemin de fer de 6000 km devait relier la Sibérie à l'Alaska, avec l'objectif de transporter du pétrole, du gaz naturel et des passagers entre la Russie et les États-Unis. L'un des points forts du plan était un tunnel de 103 km entre la Russie et l'Alaska, qui aurait été le plus long tunnel du monde, surpassant le tunnel de la ligne 3 du métro de Guangzhou en Chine, qui mesure 43 km. Le tunnel était estimé à un coût compris entre 10 et 12 milliards de dollars, tandis que le projet global atteignait environ 65 milliards de dollars. En 2008, Vladimir Poutine approuva ce plan ambitieux, qui prévoyait une durée de construction de plus de 20 ans, avec une date d'achèvement envisagée pour 2030. Cependant, aucune construction n'a débuté à proximité du détroit de Bering. Ceci dit, ce projet a révélé un intérêt renouvelé pour une traversée entre les continents, du moins du côté russe.
En 2014, la Chine a proposé un projet ambitieux de train à grande vitesse reliant les États-Unis, le Canada, la Russie et la Chine, avec une traversée du détroit de Bering. Le train atteindrait la vitesse de 350 km/h. À l'image du projet WorldLink, cette proposition prévoyait non pas un pont, mais un tunnel sous les eaux glaciales du détroit, long d'environ 200 km. Contrairement au projet précédent axé sur le transport de marchandises, ce train à grande vitesse serait conçu principalement pour les passagers. Il permettrait de relier le continent américain à la Chine en seulement 2 jours, rendant les voyages intercontinentaux plus rapides et accessibles. Mais ça soulève une question cruciale. Pourquoi les voyageurs cherchent un moyen rapide de relier l'Asie et l'Amérique du Nord ? Un avion fait le trajet entre Pékin et New York en seulement 14 heures et 55 minutes. Ce simple fait rend un train de passagers traversant le détroit de Bering peu pertinent. Un tel projet n'est tout simplement pas pratique, et c'est pourquoi beaucoup pensent qu'il ne verra jamais le jour. Cependant, en 2015, une nouvelle collaboration a ravivé l'idée d'une connexion terrestre entre la Russie et l'Alaska. Cette fois, l'accent est revenu sur un pont, grâce à un partenariat entre la Chine et la Russie pour développer la ceinture transeurasienne. Ce projet ambitieux vise à traverser une grande partie de la Sibérie, relançant l'espoir d'une liaison entre les deux continents. Un élément clé du plan prévoyait un pont routier traversant le détroit de Bering, conçu pour transporter non seulement des véhicules, mais aussi des pipelines de gaz et de pétrole reliant la Sibérie et l'Alaska à la Chine. Certaines versions futures du projet proposaient même un chemin de fer à grande vitesse et une autoroute qui relierait Londres à New York en passant par la Russie. La plupart s'accordent à dire qu'un système ferroviaire et routier reliant l'Asie à l'Amérique du Nord, ainsi qu'un pont sur le détroit de Bering, serait techniquement réalisable. Cependant, l'ensemble du projet semble manquer de logique pratique. Même après avoir modifié les plans pour inclure un tunnel sous-marin au lieu d'un pont, la communauté internationale reste sceptique quant à son utilité, voyant surtout un gaspillage colossal d'argent, de ressources et de temps pour un bénéfice jugé minime. Cela dit, si la Russie parvenait à rallier d'autres nations à ce projet, le développement de la ceinture transeurasienne pourrait créer des millions d'emplois, un argument qui ne laisse pas tout le monde indifférent. Si le projet venait à être réalisé, il permettrait de transporter des passagers et des marchandises à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, ce qui offrirait des avantages significatifs pour la Russie et la Chine. Cependant, malgré ces bénéfices potentiels, les coûts astronomiques n'ont jamais semblé justifiables. On estime que près de 20 117 km de nouvelles routes et voies ferrées devraient être construits pour relier ces continents. Le tunnel sous le détroit de Bering, quant à lui, coûterait entre 25 et 50 milliards de dollars, tandis que l'ensemble du projet nécessiterait des investissements initiaux d'au moins 1,5 billion de dollars. Pourtant, de nombreux experts considèrent ces chiffres comme nettement sous-estimés, particulièrement en tenant compte de nombreux défis auxquels les travailleurs devraient faire face, dans les zones rurales et dans un climat extrême, typique des régions situées juste en dessous du cercle arctique. Donc, pour l'instant, il n'existe toujours pas de pont reliant la Russie et l'Alaska, bien que de nombreuses études et propositions aient été menées pour envisager la construction d'une connexion, que ce soit via un pont ou un tunnel à travers le détroit de Bering, il semble peu probable qu'un tel projet soit lancé de sitôt. La raison principale est que, pour la plupart des pays et des entreprises, les inconvénients surpassent largement les avantages. La quantité d'infrastructures nécessaires pour rendre une telle liaison pratique entre l'Asie et l'Amérique du Nord est tout simplement trop importante, rendant le projet presque impossible à justifier économiquement et logistiquement. Les avantages économiques d'un tel projet sont indéniables, mais il reste insuffisant pour justifier de dépenser des centaines de milliards, voire des billions de dollars. À l'avenir, si les gouvernements parviennent à dépasser leurs différends, si les technologies de transport font un bond en avant et si des solutions durables sont trouvées pour construire l'infrastructure colossale nécessaire pour relier le détroit de Bering aux grandes villes d'Asie et d'Amérique du Nord, alors peut-être qu'une nouvelle proposition verra le jour. Car comme on dit, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mais bon, pour l'instant, il est bien plus probable que les voyages en avion et le transport de marchandises par cargo restent la norme entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Les rêves d'un pont reliant la Russie et l'Alaska incarnent plus qu'un simple projet d'infrastructure. Ils symbolisent l'espoir d'un monde plus connecté, un monde où les frontières ne seraient plus des murs, mais des ponts entre les cultures et les continents. Pour l'instant, ce rêve reste hors de portée, enseveli sous les défis politiques, économiques et technologiques. Mais l'histoire nous a appris une chose. Ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir une réalité demain. Alors, peut-être qu'un jour, ce pont sera bien plus qu'un lien physique entre deux continents. Il sera une preuve que, même dans un monde divisé, l'unité et l'ambition collective peuvent surmonter les plus grandes distances.
La vidéo touche à sa fin, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et abonnez-vous pour continuer à explorer avec moi des analyses captivantes sur l'histoire, la géographie ou encore la géopolitique. Vous pouvez cliquer ici pour regarder notre dernière vidéo sur comment le second mandat de Trump va impacter l'Europe. C'était Monde Géographie, à très bientôt pour de nouvelles découvertes.